Cette semaine, à sous-ordonnance. C'est quoi une hormone bioidentique? Tu sais, on en Ben- entend tellement parler, là. Dis-moi ça. C'est quoi la concentration d'hormones idéale? J'en ai aucune idée. C'est ça. Exact. Et puis c'est pas parce que je connais pas les choses, c'est parce que... C'est parce que ça Yep. existe pas. Il y a aussi que la sévérité des symptômes est pas nécessairement non plus C'est reliée ça. comme au niveau d'hormones. L'affaire, c'est que la vraie façon de traiter en hormonothérapie, c'est de donner la plus petite dose efficace. Est-ce qu'il y a une différence d'efficacité entre les hormones bioidentiques et les hormones pas bioidentiques? Avec ce qu'on entend, c'est que comme si on a des troubles de l'humeur, nécessairement, c'est la ménopause, ça se traite avec des hormones. C'est sûr que, tu sais, dans certains Oui. cas, oui. Ouais. Oui, exact. Mais pas dans tous les cas. On dirait que je veux pas comme exclure le fait que des fois, ça arrive qu'on dit qu'on a une ménopause, mais qu'on a aussi, tu sais, mettons, un trouble d'anxiété. Bonjour et bienvenue au 11e épisode de Sous-ordonnance, épisode dans lequel on va vous parler de la ménopause et périménopause et surtout De Les- l'hormonothérapie. l'hormonothérapie, sujet que je disais que le TDAH c'était d'actualité, mais ça, en tout cas, je trouve Ben, qu'on le voit passer oui. souvent sur les réseaux. Je trouve que c'est super important de parler de ce sujet-là parce que justement, je trouve qu'en pharmacie, on a beaucoup de questions par rapport aux hormones, puis justement au traitement de la ménopause. Mais aussi, on voit quand même pas mal de désinformation là-dessus. Des fois, les patients nous arrivent avec des informations. Des fois aussi, on en voit circuler sur les réseaux sociaux. Fait que là, on dirait qu'on voulait un petit peu remettre les pendules à l'heure. Les pendules à l'heure. Les pendules à l'heure. Ah, ben ouais, c'est t'es ça en forme. qu'on va faire. T'es en forme aujourd'hui quand même. Oui, Bien joué. super. Ben, oui, c'est une question d'une personne Oui. qu'on a reçue. exactement. On salue Marie-Josée, on la salue. Marie-Josée nous a posé une question qui nous a vraiment, c'est ça qui nous a inspiré cet épisode-là. Tu veux-tu la... Ben oui, c'était pourquoi plusieurs personnes du réseau de la santé sont frileux avec les hormones bioidentiques? Ouais. Fait que, ouais, c'est quand même une question intéressante, je trouve. Oui, à savoir si on est frileux ou pas. Peut-être qu'on pourra répondre à la question à la fin. Ouais. Ouais. Puis Mais, aussi, tu sais, posez vos questions vous aussi. Peut-être qu'on va faire un épisode sur une de vos questions. Comme Marie-Josée. Ben oui. Mais c'était sur Instagram qu'elle a posé Ah. sa question. Ben, on lit toutes les questions, Instagram, YouTube. Puis n'hésitez pas à vous abonner puis à aimer la vidéo. Fait que là, on peut partir, là, je pense. Oui, parfait. Donc, veux-tu nous expliquer c'est quoi la ménopause d'abord? Tu sais, juste pour Ménopause. rentrer dans le sujet. Là. Ben, tu sais, essentiellement, c'est assez simple, la ménopause, quand tu regardes ça. C'est une Oui. baisse d'hormones. Tu sais, les hormones, à un moment donné, chez la femme, avec la production de... Tu sais, les follicules... Tu sais, à un moment donné, on a une certaine réserve de follicules. Oui, exact. Puis, ben, à un moment donné, il n'y en a plus. Ça La descend, réserve ça est descend. épuisée. Puis la réserve est épuisée. Mhm. Puis là, les hormones, ils vont chuter un petit peu en suivant cette réserve-là qui s'épuise. Ouais. Puis ça va créer des symptômes. Oui, bon, c'était résumé. Oui, fait que c'est ça. c'est la réserve justement des follicules ovariens qui est épuisée. Donc, ça entraîne une diminution de la production d'estrogène et de progestérone. La vraie définition de la ménopause, c'est 12 mois sans menstruation. Sinon, on parle plus de périménopause. Peut-être périménopause, qui est plus comme le chemin vers la ménopause. Fait essentiellement, dans la première année, tu ne sais pas si tu es en vraie ménopause. Parce que faut que tu le regardes rétroactivement. C'est ça, Parce qu'on est exactement. en ménopause. Fait que oui, ben effectivement, cette baisse d'hormones-là peut entraîner plusieurs symptômes. Donc, les symptômes principaux, je dirais que ce qu'on entend le plus souvent, nous, on appelle ça des symptômes vasomoteurs, mais ce serait comme des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, donc ça, on en entend beaucoup parler. Sinon, il y a aussi des symptômes génito-urinaires, donc sécheresse vaginale, mais aussi peut-être incontinence urinaire comme d'urgence. Sinon, infection urinaire récurrente aussi, ça peut être une possibilité. Ensuite, des changements au niveau de l'humeur, des habitudes de sommeil, la fonction cognitive, puis aussi, ben, pour la transition vers la ménopause, bien sûr, des menstruations irrégulières habituellement, là, justement, comme on disait là, dans la transition, bref. Fait que je dirais que ça serait les symptômes, tu sais, il y en existe vraiment plusieurs.
des symptômes de ménopause, mais je dirais que ceux qu'on entend le plus parler, les principaux, ça serait peut-être plus ceux-là. Fait que là, je pense qu'on peut se lancer dans le traitement. C'est quoi les hormones? Je pense qu'on peut faire quand même un résumé de c'est quoi les types d'hormones qui existent. Premièrement, il existe des hormones qu'on va donner plus pour les symptômes systémiques. Là. Fait que comme tu parlais, les symptômes vasomoteurs. Oui, tu sais, mettons comme bouffée de chaleur. Exactement. Systémique, ouais. Puis on a aussi des hormones plus locales au niveau vaginal qui sont plus pour traiter des symptômes plus locaux justement au niveau vaginal. Et génito-urinaire. Fait que mettons urinaire justement puis des symptômes vaginaux. Exact. Fait que c'est quoi dans le fond le traitement de ces symptômes-là? C'est quelle hormone? Mais on va donner de l'estrogène, mais ça, il y a différentes formes d'estrogène, là, parce que là, les gens, là, les hormones bioidentiques, là, je pense qu'il faut... Attends, on n'est pas rendu là. Non? On n'est pas rendu là encore. Attends un petit peu, là. On va y aller rapidement. Genre de parler d'hormones bioidentiques. Je comprends. Okay. Comme on disait, dans le fond, justement, quand on a des symptômes seulement locaux au niveau vaginal ou urinaire, comme tu dis, on va utiliser de l'estrogène, mais de façon locale. Fait que ça va souvent être, mettons, une crème vaginale ou un anneau vaginal ou un comprimé vaginal, bref, quelque chose de vaginal. Fait que ça, c'est pour les symptômes locaux. Tandis que pour les symptômes plus systémiques, comme les bouffées de chaleur, donc le traitement, c'est de l'estrogène. Pour les personnes qui n'ont plus d'utérus, le traitement sera de l'estrogène seulement. Seul. Et pour les personnes avec un utérus, on va rajouter de la progestérone pour protéger l'endomètre. C'est pas mal la raison principale qu'on le fait généralement, de rajouter de la progestérone. Oui, mais c'est obligatoire. Là. Oui, c'est obligatoire, mais en tout cas, c'est que techniquement, l'estrogène, en théorie, c'est pas mal ce qui aide le plus pour les symptômes. Oui, c'est vraiment comme, on va en parler plus tard, là, mais c'est vraiment comme le traitement. C'est ça. La progestérone qu'on va ajouter, c'est pour enlever un risque. Est-ce qu'on le dit tout de suite? Oui, tu peux le dire. Okay, c'est bon. Excusez, là, parce que là, à chaque fois que je parlais, j'avais l'impression de devancer des choses. Vas-y. Mais oui, la progestérone, on va le donner pour chez les femmes qui ont encore leur utérus pour enlever le risque, enlever le risque qui était augmenté quand on donnait de l'estrogène seul, d'augmenter le risque de cancer de l'endomètre. En donnant la progestérone chez les femmes qui ont encore leur utérus, on va venir enlever cette augmentation du risque. C'est ça. Fait qu'on vient protéger l'endomètre. C'est ça. Mais quand on donne de l'estrogène seul chez les femmes qui sont hystérectomisées, qui n'ont pas d'utérus, il n'y avait pas ce risque-là de cancer. Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas d'endomètre. Ben, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Bon, est-ce que là, on parle des hormones bioidentiques? Parce que là, moi, je suis prêt, là. T'étais prêt. C'est quoi une hormone bioidentique? Tu sais, on en entend tellement parler, là. Dis-moi ça. Une hormone bioidentique, c'est quand même un terme funky, moi, je trouve. Là. Funky. Okay. Bioidentique, je sais pas, ils ont sorti ça d'où. Ça fait scientifique, en tout cas. C'est que je dirais qu'il n'existe pas comme de définition coulée dans le béton. C'est comme un terme, en tout cas, bref. Mais bref, c'est une hormone que sa structure chimique va être identique aux hormones que le corps humain sécrète naturellement. Fait que c'est de l'estrogène, la structure va être identique à celle de l'estrogène naturellement sécrété. Même chose pour la progestérone. Fait que dans le fond, autant pour l'estrogène que pour la progestérone. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que des fois, les gens, ils parlent d'hormones bioidentiques comme si c'était peut-être plus comme de naturel, mais tu sais, mettons, les hormones, qui soient bioidentiques ou non. C'est tout synthétisé, là. C'est tout en laboratoire. Il n'y a pas de femmes qui donnent... Non, qui donnent des hormones. Non. Fait que c'est ça, que ça soit bioidentique ou pas, ça va être produit en laboratoire, ça va être des synthétiques. Ouais. Donc, voilà, mais ça serait ça, la définition. Puis là, après, il existe comme 2 catégories d'hormones bioidentiques. 2 catégories? OK. Tu parles... oui. Vas-y. OK. Donc, premièrement, je dirais que les hormones qui sont disponibles en pharmacie, déjà prêtes, donc ça va être des médicaments approuvés par Santé Canada. Donc, ça va être les hormones qu'on voit le plus souvent. Fait que, est-ce qu'on les nomme? Ouais. Tu peux les nommer, mais t'as quand même une bonne job à faire, parce qu'il y en a quand même une couple.
Ouais. Ça se- Ben, ça se peut que ça soit pas exhaustif comme Ouais. liste, mais bon, je dirais que les plus populaires, les hormones bioidentiques qui sont disponibles en pharmacie, tu sais, qu'on commande d'un fournisseur et qu'on peut distribuer directement. Mhm. Donc, le estrogel, l'estrace, Mhm. puis, tu me dis, Mhm. les timbres aussi. Parce Ouais, que il Climara, existe plusieurs, Estrada. ouais, c'est ça, il existe plusieurs comme marques, là, donc ça. Puis pour ça c'était des estrogènes. Puis pour la progestérone, c'est le Prométrium qui est bioidentique. Donc voilà. Par exemple, il existe une autre genre de catégorie d'hormones bioidentiques et c'est les préparations magistrales. Moi, personnellement, j'en vois pas passer à ma pharmacie parce que on n'en fait pas, fait que je dirais que Non, c'est mais peut-être un peu... il sait qu'il y a des compagnies, il y a des pharmacies spécialisées pour les faire. Là. C'est ça. Mais bref, des préparations magistrales, c'est que le médecin va prescrire comme une genre de recette d'hormones qui va ensuite être préparée dans une pharmacie comme préparatrice qui va comme venir faire la recette, mélanger les hormones. La situation, par exemple, avec les magistrales d'hormones bioidentiques, c'est que c'est pas approuvé par Santé Canada. C'est vraiment non recommandé par toutes les grandes C'est pas associations. parce qu'il n'y a pas d'études. Puis... Ben c'est ça, c'est parce que le mélange est fait à chaque fois. Il y a comme pas d'études là-dessus. On sait pas, c'est parce que souvent ça va être sur la peau. Fait que là, on sait pas c'est quoi l'absorption. On sait pas c'est quoi la biodisponibilité. Fait qu'on sait pas à quel point, tu sais, comme le médicament va être justement disponible pour faire son travail. C'est ça, pour faire son travail. On sait pas s'il y a des impuretés, on sait pas si c'est efficace, on sait pas si c'est sécuritaire. Bref, il y a pas d'études là-dessus. Il y a pas d'études parce que comme chaque mélange peut être un peu comme unique. Fait que voilà. Puis, tu sais, si, mettons, on a une préparation magistrale d'estrogène et de progestérone, mettons, sur la peau pour pouvoir traiter les symptômes, mais aussi protéger l'endomètre, bien là, ça s'en vient dangereux parce que là, on ne sait pas si la partie progestérone va faire son travail, on ne sait pas si ça va réussir à protéger l'endomètre parce que c'est pas étudié. Fait que là, on ne reparlera plus des préparations magistrales parce qu'en résumé, on les recommande. Attends. Mais moi, avant d'en parler, j'aimerais ça. Pourquoi les médecins, parce qu'il y en a des médecins qui prescrivent ça. Ce serait quoi leur logique derrière prescrire ça, d'après toi? Pourquoi ils font ça? Pourquoi tu me demandes ça? Non, mais ben, tu sais, je veux dire, c'est parce que ce qu'ils font... OK, est-ce que tu... D'abord, je vais changer ma question. Est-ce que tu trouves ça plus pertinent de doser les hormones dans le corps? Bon, pourquoi là, tu parles déjà de dosage d'hormones? Ben non, mais là, tu parles de préparation magistrale. Là, tu veux toutes les punches. Ben, serait la seule raison dans ma tête qui devrait autant ajuster les petites doses d'estrogène puis de progestérone. Je te dirais que, tu sais, honnêtement, je sais pas pour quelle raison les médecins prescrivent ça. Oui, puis ça pourrait peut-être être une raison, mais là, tant qu'à ça, dis-nous qu'est-ce que tu penses non, mais c'est ça. C'est ça, parce qu'apparemment, je devance, là encore, désolé. Mais c'est parce que, c'est ça, parce qu'il y a des médecins qui vont vraiment donner la dose d'hormones en fonction de la concentration d'hormones qu'on a dans le sang. Puis ça, est-ce que c'est bien étudié de faire ça? Ben, je vais te poser la question que je t'ai posée tantôt. C'est quoi la concentration d'hormones idéale? J'en ai aucune idée. C'est ça. Exact. Et puis c'est pas parce que je connais pas les choses, c'est parce que... C'est parce que ça existe pas. Fait effectivement, il y a certains médecins, c'est surtout au privé, disons-le, qui vont faire des dosages d'hormones puis qui vont se fier là-dessus pour ajuster comme les doses d'hormones prescrites. L'affaire, c'est que comme on n'a aucune idée de ça serait quoi une concentration d'hormones comme idéale, premièrement. Puis il y a aussi que la sévérité des symptômes est pas nécessairement non plus reliée comme au niveau d'hormones. L'affaire, c'est que la vraie façon de traiter en hormonothérapie, c'est de donner la plus petite dose efficace. C'est ça, en fonction des symptômes que tu augmentes la dose et non en fonction... Ce que tu fais, c'est que tu donnes une petite dose, tu l'augmentes si nécessaire, puis tu arrêtes à la plus petite dose efficace. Fait que tu es en train de me dire qu'on traite en fonction des symptômes et non en fonction de chiffres qu'on n'a aucune idée c'est quoi la valeur idéale? Ça me semblerait logique. C'est ce que je te dis. Mais je voudrais juste, tu sais, on penserait que ça serait logique d'essayer de mettre des hormones à un certain point, puis ça pourrait plaire à l'idée si on monte l'estrogène, là, peut-être que les symptômes vont partir. Mais tu sais, il y a d'autres conditions de santé qui ont été étudiées, comme par exemple au niveau du cholestérol,
qu'on a vu certains médicaments qui diminuaient le taux de cholestérol, mais qui changeaient absolument rien au risque cardiaque d'une personne de faire un AVC, une crise cardiaque. C'est des chiffres sur un papier. Exactement, tandis que d'autres médicaments pour le cholestérol, là, diminuaient le cholestérol, mais diminuaient aussi le risque cardiaque. Fait que là, c'est plus ceux-là qu'on fonctionne. Fait que, tu sais, faut pas juste tout le temps traiter un chiffre, faut traiter, tu sais, ben, probablement, ça dépend des conditions. Ça dépend, mais tu sais, il faut que l'étude aille démontrer que changer le chiffre change quelque chose à la santé du patient. Oui, exact. Puis ça, en hormonothérapie, il n'y a pas rien qui a démontré que changer un chiffre de laboratoire change. Je sais pas si ça a été étudié en tant que tel, mais c'est qu'il n'existe pas justement, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de comme valeur à atteindre, c'est comme ça n'existe pas dans la littérature scientifique. Puis aussi, c'est que se baser sur les dosages d'hormones, ça pourrait faire en sorte que des fois, la patiente prend plus d'hormones que nécessaire. C'est ça. Fait que la dose serait plus grosse que la petite dose et plus petite dose efficace. Donc là, c'est sûr que ça pourrait peut-être entraîner certains risques, on va en reparler. Mais bref, doser les hormones, là, puis les magistrales bioidentiques. Ben c'est ça, moi dans ma tête, ça va ensemble. Dans ma tête, ceux qui prescrivent des magistrales, c'est du monde qui dose des hormones. Mais bref. C'est pas. Donc, c'est ça. S'il y a des études un jour qui appuient. Ben oui. Puis tu sais, justement, est-ce qu'on pourrait répondre peut-être à la question de Marie-Josée? Pourquoi qu'on est frileux? Pourquoi on est frileux par rapport à l'hormonothérapie? Non, attends. On n'a pas encore fini. On n'a pas fini. OK. Marie-Josée devra attendre. Je suis désolée. OK. Parce que là, on voulait parler avant de, dans le fond, l'efficacité de l'hormonothérapie. On va plus parler de la systémique. Là, donc, l'hormonothérapie qui par la bouche aussi, ou, tu sais, mettons des gels. Qui va être absorbé dans le corps. Qui n'est pas vaginal. C'est ça. Parce que le vaginal, c'est beaucoup plus local. Ça va pas être vraiment absorbé comme une crème qu'on la met par la peau. Elle va être quand même pas mal absorbée dans le corps. Parce que vaginal, c'est plus local. C'est ça. Puis vaginal, on n'a pas besoin de progestérone non plus pour protéger l'endomètre parce que l'action est vraiment locale. Tu ne donnes pas une crème vaginale pour traiter des symptômes vasomoteurs. Des bouffées de chaleur. Non. C'est ça. Effectivement. Fait que donc, je dirais que dans la littérature, ce qu'on retrouve surtout pour l'efficacité de l'hormonothérapie, c'est vraiment une efficacité au niveau des symptômes vasomoteurs, fait des bouffées de chaleur, sueur nocturne, et aussi des symptômes vaginaux, comme on parlait tantôt, comme la sécheresse vaginale. Fait que je dirais que la littérature scientifique qu'on a, c'est surtout pour ce genre de symptômes-là, puis c'est surtout aussi chez les femmes ménopausées. Donc, vraiment, c'est ça, ménopausée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les études, on voit, ça, je voulais juste une petite blague à part, là. Dans les études, on voit qu'il y a vraiment un haut taux de rémission, ben dans le fond, pas de guérison, mais de résolution des symptômes. C'est ça, de résolution des symptômes avec juste le placebo. Fait qu'il y a vraiment comme un gros effet placebo avec... Ou effet placebo, ou juste, tu sais, les symptômes... Tu sais, de la ménopause, ça peut quand même fluctuer. Ouais, mais c'est ça. Fait que dans le fond, mais bref, tout ça pour dire que c'est ça. Il y a comme une grosse proportion là, des patientes qui ont été étudiées, qui ont eu comme une rémission des symptômes seulement avec le placebo. Je pense que c'est à peu près un tiers. Fait que, bon, ça, c'était juste une petite parenthèse. Là, dans le fond, pour les symptômes bouffées de chaleur, pour les symptômes vaginaux, l'estrogène, c'est vraiment comme ça a été prouvé le traitement le plus efficace. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence d'efficacité entre les hormones bioidentiques et les hormones pas bioidentiques? Très bonne question que tu apportes là. Ah ouais? Puis je pense que, d'ailleurs, j'ai pas la réponse. Parce que la réponse n'existe pas. Et elle n'est pas encore disponible. La réponse pour l'instant serait ça n'a pas été étudié. Il n'y a pas de différence qui a été trouvée actuellement. C'est ça. Il y a pas exactement. Puis tu sais, les grosses études qui ont été faites, c'était pas les hormones bioidentiques n'étaient pas comparées aux hormones non bioidentiques. C'est ça, je dirais qu'en hormonothérapie, souvent on se base sur comme une grosse étude, l'étude Wiley. Mais ça n'a pas été fait avec des hormones bioidentiques. Puis tu sais, après, les hormones bioidentiques ont pas été comparées aux autres types d'hormones dans des essais cliniques. Fait que, tu sais, on n'a comme pas vraiment de comparaison entre, mais tout ça pour dire que, comme à ce jour, on n'a pas trouvé de différence, mettons, d'efficacité entre les deux. Okay. Ensuite, je dirais aussi que quelque chose qu'on entend souvent, c'est que l'hormonothérapie, moi j'entends ça, tu me diras si tu entends ça à la pharmacie, que il y a très bonne efficacité pour les troubles de l'humeur.
Ouais, ben, c'est pas faux, mais ça peut être faux en même temps, parce que ça Ben, dépend. Tu sais, je dirais que on n'a pas énormément de littérature là-dessus. C'est sûr que, tu sais, mettons, si on a des troubles de l'humeur, du sommeil reliés à des symptômes de ménopause, mettons qu'on a des sueurs nocturnes ou des bouffées de chaleur, en tout cas, c'est sûr que là, tu sais, à ce moment-là, ça peut venir aider, mais c'est juste que on dirait que je veux pas qu'on mette. Ben, tu sais, c'est comme si une femme ménopausée pouvait pas faire d'insomnie sans que ça soit lié à la ménopause. Tu sais, faut pas dire, Ouais, tu peux pas être une femme ménopausée peut pas être, tu sais, si on donne des hormones, ça va régler sa dépression, pas nécessairement. Tu sais, tu peux avoir un déficit d'hormones, ben, un déficit d'hormones être en ménopause, puis mais que tes symptômes de dépression, mettons, viennent pas nécessairement de ta ménopause. Exactement. On dirait que, tu sais, mettons, avec ce qu'on entend, c'est que comme si on a des symptômes, mettons, par rapport à des troubles de l'humeur, nécessairement, c'est la ménopause, ça se traite avec des hormones. C'est sûr que, tu sais, dans certains cas, oui. Ouais. Oui, exact. Mais pas dans tous les cas. On dirait que je veux pas comme exclure le fait que des fois, ça arrive qu'on dit qu'on a une ménopause, mais qu'on a aussi, tu sais, mettons, un trouble d'anxiété en parallèle ou, tu sais, mettons, des troubles de sommeil en parallèle. Fait que ça pour dire que, tu sais, mettons, pour les troubles de l'humeur, ça a été comme un peu étudié. C'est sûr qu'il y a quand même une certaine efficacité. Tu sais, là, après, c'est de se dire, est-ce que c'est parce que, justement, les symptômes de ménopause sont moins pires que, là, tu sais, ça aide. Fait que c'est ça. Mais ça pour dire que, tu sais, je pense pas qu'on peut... C'est ça, on peut pas dire que, comme... On peut pas mettre tout ça sur le dos de la ménopause tout le temps. C'est juste ça que je veux dire. Et on dirait, là, je veux pas mal m'exprimer. Mais non, mais je pense que ça peut valoir la peine, tu sais, si tu essaies les hormones au début, puis que ça, tu sais, ça règle d'autres symptômes, mais que ça persiste, ben c'est peut-être que c'est pas juste la ménopause. Ben oui, c'est exactement, là, exactement. Tu sais, mettons, si on a les deux troubles de l'humeur, puis, tu sais, mettons, bouffée de chaleur, c'est sûr que ça peut être pertinent. On peut commencer par... Ben oui, mais tu sais, après, c'est pas exclu que peut-être qu'on va avoir besoin d'un autre. C'est là que je commencerai pas à faire des dosages d'hormones, puis de voir... Puis, tu sais, aussi, c'est que plus on avance en âge, aussi, des fois, il y a comme des problèmes de sommeil qui sont plus fréquents aussi, tu sais, mettons, comme l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos. Fait que c'est sûr que, tu sais, à ce moment-là, ça se traite pas du tout avec une hormonothérapie, là, les traitements sont différents. Fait que, tu sais, même si on est en ménopause, c'est quand même important d'identifier comme tu sais, la cause. Ouais, c'est ça. Fait que, bref, donc pour l'efficacité, les hormones, c'est efficace. On n'a pas trouvé de différence entre bioidentiques ou non. Pour les risques maintenant, ça, c'est ça qu'on entend vraiment beaucoup parler. Ouais, qu'est-ce que ça allait dire? Mais non, mais c'est là que des fois, en tout cas, je sais pas si toi t'as déjà reçu, moi j'ai reçu des prescriptions des fois, puis je suis un peu mal à l'aise, là. C'est comme des patients qui ont des antécédents. Certains puis là, tu sais, ils se sont fait vraiment dire, c'est pas dangereux, c'est bioidentique, puis... Ouais. Puis là, c'est là que t'es comme, ben, tu sais, c'est parce que l'étude qui a tout analysé les risques, là, c'est... Excusez. Hey. Okay. Vas-y. L'étude qui a tout analysé les risques qui pouvaient Ben, comme la grosse étude qu'on parlait, là, exactement, justement. qui évaluait les bénéfices et les risques des hormones, ben, c'était pas des hormones bioidentiques qui étaient étudiées, c'était des hormones non bioidentiques. Puis c'est de là qu'on tire, tu sais, toutes nos bonnes données, parce que c'est pas une étude ce qu'on appelle observationnelle, là, que c'est comme rétroactivement on regarde Non, c'était vraiment comme une étude, on donne un placebo à un, on donne les hormones à l'autre. Un essai clinique. C'est ça, puis c'est là qu'on retire toutes nos données, mais ces données-là, c'est avec des hormones non bioidentiques. Fait que, tu sais, essentiellement, c'est ça qu'on a le plus de données sur la sécurité. Oui, mais dans le fond, c'est ça comme... dans cette étude-là, on voit qu'il y a une certaine augmentation de certains risques. Donc, tu sais, ce qu'on... Les principaux... On veut pas faire peur non plus, parce que c'est sûr qu'elle est aussi dans l'étude WISE, c'est des patients un peu plus âgés aussi. C'est des patients âgés, quand même. Ouais. Exact. Mais dans le fond, on a trouvé une petite augmentation du risque du cancer du sein, une augmentation du risque cardiaque aussi, comme mettons AVC, embolie pulmonaire. Fait que je dirais que c'est comme les deux risques qu'on parle beaucoup. Tu sais, cancer du sein, puis mettons risque
cardiaque. Quand on regarde les données de l'étude, oui, il y a une augmentation du risque, mais si on regarde, mettons, chez combien de patientes de plus c'est arrivé, c'est pas une... Il y a une différence, mais tu sais, mettons, on parle de chiffres comme par exemple, mettons, 8 patientes supplémentaires sur 10 000, mettons. Fait que, oui, il y a une augmentation qui est significative, mais comme il reste que dans les faits, c'est quand même quelque chose qui est vraiment pas super fréquent. Mais c'est ça, comme tu disais, cette étude-là, c'était surtout chez des personnes... je pense que l'âge médian, c'était 63 ans. Mais c'est ça, je pense que c'était un peu plus dur à probablement recruter des patientes de 50-55 ans qui étaient probablement dans le plus vif des symptômes de ménopause. Ça peut être moins tentant de te faire dire on va peut-être te donner un placebo. Tu as 50% de chance d'avoir un placebo. Là, quand t'as des plein de symptômes. Ouais, peut-être que les symptômes étaient un petit peu plus légers chez les femmes plus âgées, puis qu'ils étaient prêts à accepter de recevoir peut-être un placebo. Là. Fait que dans cette étude-là, on a vu comme une augmentation de ces risques-là, mais il y a comme plein de sous-analyses qui ont été refaites par la suite, puis, tu sais, donc les femmes dans cette étude-là étaient... c'est ça, un âge médian de 63 ans, je pense. Mais de plus en plus, là, ce qu'on entend, c'est que l'hormonothérapie est considérée comme sécuritaire pour les femmes en santé qui n'ont pas de contre-indication. Si c'est pris, mettons, moins de 10 ans après le début de la ménopause ou en bas de l'âge de 60 ans. Fait que je dirais que ça, c'est vraiment comme la majorité des traitements d'hormonothérapie c'est pour ces personnes-là. C'est sûr que si tu tournes à 60 ans, ça veut pas dire que t'es rendu avec un super gros risque, mais c'est sûr que l'âge est un facteur de risque de plusieurs... Tu sais, AVC, tout ça, l'âge est un facteur de risque, fait que c'est sûr que l'hormone qu'on donne, ça vient rajouter un risque supplémentaire. Mais c'est ça. Fait que tu sais, l'hormonothérapie, aussi ce qu'on veut faire, c'est quand même réévaluer souvent le traitement, savoir est-ce qu'on continue, est-ce qu'on diminue les doses. Parce que aussi, tu sais, mettons, pour l'augmentation du risque du cancer du sein, dans l'étude, c'est plus à partir, mettons, d'un 5 ans de prise d'hormonothérapie que là, ils commencent à avoir une différence entre une augmentation du risque du cancer du sein pour ceux qui prenaient des hormones versus ceux qui n'en prenaient pas. Fait que, bref, la durée de traitement de l'hormonothérapie pourrait aussi avoir justement comme une incidence, un impact là-dessus. Fait que c'est pour ça que c'est important de réévaluer souvent, mais il reste qu'il y a quand même plusieurs contre-indications à l'hormonothérapie. Fait que là, tu sais, là, c'est ça parle c'est souvent quand on voit ce que ça augmente le risque, si on a déjà eu ça, habituellement, c'est là qu'on va pas le... c'est ça. Tu sais, mettons comme une contre-indication, un antécédent de cancer du sein. Ça augmente le risque, fait que déjà là, quand t'as eu un cancer du sein... Non, c'est ça. Puis, un antécédent d'événements thromboemboliques. Fait que, tu sais, mettons, c'est ça, ou, une phlébite, mettons. Fait que, bon, ce genre de trucs-là. Sinon, des problèmes... certains problèmes de foie, des saignements vaginaux inexpliqués aussi. Ça, c'est parce que c'est juste si on veut savoir c'est quoi la cause de... Ça, c'est un peu plus technique. Pour les problèmes de foie, ça dépend. Parce que je pense que en tout cas, regarder à nouveau, mais si t'es transdermique, t'as probablement un risque plus faible. C'est ça. Ça dépend. Il y a quand même plusieurs facteurs qui entrent en risque, qui rentrent en compte, mais justement, comme je dirais que les deux contre-indications aussi qui vont plus avec ce qu'on a parlé, c'est vraiment antécédent cancer du sein d'un événement thromboembolique. C'est sûr que là, à ce moment-là, c'est des contre-indications habituellement à l'hormonothérapie. Puis là, ça m'amène ma question. Est-ce que les hormones bio-identiques sont plus sécuritaires que les hormones non bio-identiques? Qu'est-ce que tu as dit? On le sait pas vraiment, fait que jusqu'à date, la réponse est non. Mon Dieu! Mais c'est ça. On peut pas dire oui. On n'a pas de données qui disent oui. Ben dans le fond, c'est ça. Comme il y a certains cliniciens qui vont avoir une hypothèse comme quoi... Mais c'est une hypothèse, comme tu dis. C'est ça, une hypothèse. Très bien. C'est un bon choix de mots. Comme quoi, les hormones bio-identiques seraient plus sécuritaires que les hormones non bio-identiques parce qu'ils ont vu dans certaines études observationnelles
Parenthèse, les études observationnelles, habituellement, on n'en tire pas des conclusions scientifiques de ce genre d'études-là. C'est plutôt, justement, on peut en tirer former des hypothèses. Qu'après ça, il faut que tu étudies. C'est ça. Puis qu'après, il faut que tu ailles confirmer. Fait que c'est ça. Ils ont vu que dans certaines études observationnelles, ils auraient vu qu'avec la progestérone bioidentique, l'estrogène bioidentique, peut-être ces risques-là seraient diminués. Mais dans le fond, c'est qu'on n'a pas de données solides qui comparent les deux entre eux. Mm-hmm. Puis on n'a pas non plus, justement, d'essais randomisés contrôlés, qu'on appelle, avec les hormones bioidentiques. Fait que la réponse est qu'à savoir si bioidentique, c'est plus sécuritaire, c'est qu'on aurait une hypothèse que oui, mais ce n'est pas confirmé avec les données. Il y a souvent des fois des surprises dans les études. Fait que... Tant qu'on fait pas l'étude, on sait pas qu'est-ce qu'on va trouver. Fait que... Puis tu sais, même sur les sites qu'on voit les personnes qui font le plus d'hormonothérapie, tu sais, je veux dire, d'habitude, les médecins, la majorité des médecins de famille, tu sais, les patients, c'est des traitements plus standards. Je te dirais, c'est ce qui est... Quand on s'en va plus dans les préparations magistrales, c'est souvent, comme tu disais tantôt, quand on s'en va consulter au privé puis tout. Puis, c'est là, sur ces sites-là, quand on regarde, tu sais, quand tu t'en vas dans l'onglet recherche puis tout, c'est là que tu vois qu'ils mettent des études rêvées qu'ils aimeraient faire, mais qui sont pas faites. OK, c'est là que tu t'en allais. Ouais. Fait que dans le fond, ce que tu te dis, c'est qu'on n'a pas vraiment les données. On a des études qui seraient rêvées d'être faites. C'est sûr que ça serait super intéressant d'avoir ces études-là. Qui ne voudrait pas ces données-là? Oui, c'est sûr. Je pense qu'un jour, ça va être fait. C'est sûr qu'on veut un jour, ça va être fait, mais le jour n'est pas encore là. À ma connaissance, il n'y a pas d'études en cours non plus là-dessus. Mais ça, je pourrais pas dire, je te fais confiance. Mais bon, bref, à ta connaissance. Mais ça pour dire que, là, ça, on revient à la question de Marie-Josée. Pourquoi les cliniciens sont frileux par rapport aux hormones bioidentiques? Je sais pas si on est frileux par rapport aux hormones bioidentiques. On n'est pas frileux, mais tu sais, frileux. Ça peut être frileux, ça dépend dans quel sens, parce que, je veux dire, il y a des médecins qui les prescrivent avec des antécédents d'AVC, là. Ah oui, c'est ça. Fait que t'étais parti. Moi, je serais frileux de donner ça dans un patient qui a un antécédent cardiaque. Okay. Parce que c'est juste des données observationnelles qu'on a qui seraient peut-être moins pires. Tu sais, comme les contre-indications, selon moi, de l'hormonothérapie, c'est les mêmes que ça soit bioidentique ou non. Exact, mais... Ouais, fait que t'es frileux quand que ça va à l'encontre des contre-indications. Je suis frileux quand ça s'en va, quand on prend les hypothèses puis qu'on les applique sur des patients dans un contexte hors d'une étude. D'accord. Toi? Mais on dirait que aussi, tu sais, mettons, comme... Je sais pas quoi c'est dire. une très bonne question. Mais on dirait que je suis Merci Marie-Josée pour la question. Oui, pour vrai, mais on dirait que... C'est vrai qu'on dirait que les professionnels de la santé, des fois, ils parlent comme, mettons, hormones bioidentiques, mais comme en réalité, c'est presque juste ça qu'on sert en pharmacie. Oui, effectivement. Puis, mais tu sais, je suis pas frileux, tu sais, des hormones bioidentiques, j'en donne tout. Moi, c'est plus parce qu'on dirait qu'on a comme démonisé les non bioidentiques. Puis que les bioidentiques sont corrects. C'est ça, on est plus, je dirais que ce qu'on aime moins, c'est de se dire que les bioidentiques, c'est plus efficace, c'est plus sécuritaire parce qu'on n'a pas vraiment... C'est ça, moi je pense que je suis plus frileux. Je te dirais que je suis frileux de changer, mettons, une patiente qui est sur un traitement non bioidentique, puis ça va bien, ses symptômes sont contrôlés, puis là, elle voit un reportage, puis là, elle veut changer pour des hormones bioidentiques. Ça va bien. Il n'y a pas de données qui suggèrent que bioidentique serait plus sécuritaire. Tu peux faire le changement, mais c'est comme pourquoi? C'est ça. Tu sais, je pense que c'est la décision du patient à ce moment-là, parce que, tu sais, il n'y a pas plus de risque. Tu sais, si la personne veut faire le changement, moi, j'ai pas personnellement de problème avec ça. C'est juste des fois, là, ça traite, ça te prend un plus gros délai d'avoir un traitement tu débalances un peu, si tu veux, tu n'as pas la même dose parfaitement équivalente, là, fait que tu peux faire un peu de... En tout cas, des fois, c'est juste que les patients vont avoir plus de symptômes plus longtemps pour des données qu'on n'a pas. Puis tu sais aussi, c'est qu'avant, mettons, le prométhium, l'estrogel, c'était pas couvert d'emblée par la RAMQ. Mais là, ça s'est changé. Maintenant, ça l'est. Fait que tu sais, mettons, si quelqu'un me demande des hormones
Ben, Non, en fait, j'ai pas ils de ne demanderont problème. pas à moi parce que c'est pas moi qui les prescris. J'ai pas de problème Non. avec ça. S'ils veulent changer, il n'y a pas de risque ou quoi que ce Puis, soit. tu sais, mais- la majorité du temps, là, quand on recommande une hormone, souvent, effectivement, d'emblée, c'est. Souvent, on a. Tu sais, les deux sont remboursés. Fait que, tu sais, des fois, on a tendance à aller avec ça, mais. Tu sais, je pense pas qu'il faut démoniser non plus les non bioidentiques parce qu'à date, il n'y a rien qui suggère que. Dans le fond, il faut prendre en considération les risques qu'on a trouvés dans la littérature. Fait que, tu sais, mettons, avant de prescrire l'hormonothérapie, le médecin, habituellement, tu sais, justement, comme il fait une histoire, là, tu sais, justement, pour, tu sais, c'est ça, des antécédents médicaux et tout. S'il n'y a pas de contre-indication à ce moment-là, peut-être, tu sais, là, ça peut être prescrit, mais c'est ça. Ça pour dire que j'espère qu'on a répondu à ta question, Marie-Josée. Tu penses qu'on a répondu? Ben, tu sais, je pense qu'on Oui. ouais, je pense qu'on s'est mouillé un peu quand même. Je pense qu'on a fait le tour, mais on dirait que... C'est comme un sujet touché un peu parce que. Mhm. Tu sais. Ouais. Mais tu sais, si vous êtes sur des hormones bioidentiques, si vous êtes sur des hormones non bioidentiques, puis ça va bien, OK. pas vraiment de raison de capoter parce que c'est bioidentique ou non bioidentique. C'est ça que j'aimerais en tirer. OK. On finit ça là? Je pense qu'on finit ça là. Fait que, Ben oui. Ben oui, n'hésitez pas à aimer la vidéo, comme que je vous ai bien demandé si vous l'avez aimé, toujours. Si vous l'avez pas aimé, ben, dites-nous pourquoi. Ah! Oh! On est... OK. Puis sinon, vous pouvez suggérer les prochains T'es pas trop joué dans les cheveux. sujets. Non! OK. Non, je pense pas. Fait que voilà, à la prochaine!